Je vous souhaite une vie politique épanouie. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. C'est une extraordinaire démonstration de force. Ceux qui briguent la confiance des Français doivent en être dignes. Ce pouvoir politique qui n'a plus rien à perdre ni de compte à rendre aura été balayé. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Année politique exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Nous avons choisi 4 personnalités, 4 regards décalés et acérés sur la vie politique pour quelques enseignements sur cette année chamboule tout. Une année marquée par des polémiques aussi qu'éclaira Pascal Bruckner, par des références à l'histoire qui feront réagir l'historien François Hartog. Une année enfin de mise en scène inédites que nous ferons commenter par un homme de théâtre, Olivier Py, le directeur du Festival d'Avignon, sans oublier le regard de Plantu, caricaturiste au monde depuis 30 ans. Bonjour. Bonjour. Je range mes feutres. Bah, si j'ai pas mes feutres, je fais comme si j'étais tout nu. D'accord. Donc j'ai toujours des feutres sur moi. D'accord, mais gardez Sinon, ça. je suis démuni. J'ai calculé, ça fait 30 ans que vous dessinez, ça fait 6 campagnes présidentielles. Dans cette campagne, il y a eu plein de nouveaux personnages qui sont apparus. Oui. Puis il va y en avoir d'autres encore. Ça vous a posé des problèmes? Ah, c'est à moi de m'adapter. Moi, j'adore les femmes et les hommes politiques. Et les femmes, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, elles sont plus belles et plus fines que les hommes. Et quand il y a une femme politique que je dois dessiner, bah, tant pis. C'est pas facile pour moi. Moi, je me souviens que Ségolène Royal, au début, c'était pas facile parce qu'elle est fine. Alors, évidemment, j'étais plus à l'aise avec Margaret Thatcher. Mais je fais avec ce qu'il y a. Et à partir de là, j'ai une idée, si possible, une vision politique, je sais pas quoi, que je propose, une opinion, puis après, je le fais au propre, et c'est à moi de me débrouiller. D'accord, donc la personnalité, le dessin s'inspire d'une vision politique de la personne, plus que d'une vision physique. Mais oui, si je devais faire un dessin sur vous, je vous écouterais, je vois comment les cheveux, je vois comment la salopette, tout ça, et au bout d'un certain temps, je vois un peu ce que je peux dessiner d'elle. D'accord. Et alors pour justement, il y a de nouveaux personnages, ça a été évidemment Emmanuel Macron, cette campagne, on a envie de savoir déjà qu'est-ce qui vous a inspiré. Alors quand vous l'avez regardé, il y avait le personnage, il y avait la politique, il y avait quoi? Il y avait le costume, il y avait le physique. Qu'il est beau gosse, qu'il ait un côté gnark quand même arriviste. Quand même, il faut que je trouve le bon feutre. Parce que Macron, il y a un feutre pour Macron. Vous voyez, et en fait, c'est des choses que j'ai dans ma tête qui sont intuitives. Et donc, il faut que je trouve... Le feutre Macron. Le feutre Macron. Alors, voilà. Ça, c'est le feutre Macron. Et donc, par exemple, je le fais le nez comme ça. Il est un peu enflé de la tête, mais je dis ça réellement. C'est pas. Bon, en plus, il est enflé de la tête, mais il n'y a pas que ça. Et puis. D'accord, c'est ça. On a du mal à savoir qu'est-ce qui est au second degré et qu'est-ce qui est au premier degré là dans ce cas. Oui, mais il est quand même un peu enflé de la tête. Au sens propre du terme. Et puis, alors, il n'a pas les dents gnark pour de vrai, mais moi, je les vois. Le côté gnark, quand même, il en veut. Et donc, et je dirais même que quand je fais l'œil comme ça, il faut presque laisser entendre, il y a peut-être un petit rictus. Ensuite, il y a des petits cheveux légers par là. Ensuite, comme ça. Et puis là, j'ai remarqué un petit truc propre à Napoléon, qui avait ce petit truc, des petites, je ne sais pas comment on appelle ça. Et des petites pattes. Et Rastignac, les pattes 19e siècle, Rastignac, et voilà, et très mince. Hein, mais à la fois, ça a un côté fleur de lys, et c'est pas étonnant qu'il y ait un côté fleur de lys. Et parce qu'il est peut-être en train d'installer une sorte de monarchie à la Macron, mais le côté fleur de lys, moi, ça m'intéresse. Mais alors, on a envie de dire, les personnages, ils évoluent aussi. Oui. Emmanuel Macron, on l'a découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Il a évolué, le dessin a évolué pendant la campagne. Et puis, il va continuer à évoluer. C'est incroyable comment... je ne m'en rends pas compte au moment où je fais mon dessin, mais au bout d'un certain temps, il y a un rapport qui se fait entre
l'homme ou la femme politique et le dessinateur, il y a une osmose qui se fait, et à la fois, il faut toujours que le dessinateur, à un moment, il se mouille pour dire « ça, c'est mon idée, c'est ma proposition politique ». C'est ma proposition Ouais. et de personnalité et de politique. Parce que De ça qui est ce que je compliqué. ressens de la ce que je politique. ressens de Oui. la personne et de la politique qu'elle incarne. C'est un Voilà. mix des deux en Mais permanence. c'est ça le boulot du dessinateur D'accord, politique. d'accord. Non, mais parfois, c'est pas évident de savoir finalement qu'est-ce qui inspire. Est-ce que c'est. Parfois, ça peut être un trait un peu facile de personnalité ou une marque physique. Ouais. Ou parfois, ça peut être effectivement quelque chose qui incarne la politique, quelque chose qui a un mélange. Enfin, c'est pas évident le dosage qui donne un personnage. Vous Mais dites au ça a bout- l'air évident pour vous, mais c'est Mais pas. au bout d'un certain... Bah oui, mais je me rends... En fait, tout ce que vous... C'est bien que vous me posiez des questions, parce que, en fait, je ne me les pose pas, ces questions-là. Ah bon? Mais non, je regarde une émission de télévision, je vous regarde vous interroger telle ou telle femme ou homme politique, je regarde le 20h, je lis les journaux, j'écoute la radio, et puis après, je suis devant une page qui est blanche. Et je me dis, bah, qu'est-ce que je veux raconter? Et en fait, tout ce que j'ai un peu, je suis comme une éponge, tout ce que j'ai ressenti du personnage, plus de ma vision, à tort ou à raison, c'est une opinion d'un citoyen, mais un citoyen qui dessine, je la raconte au bout de mon crayon et qui me dit quelque chose. C'est-à-dire que moi, je pense quelque chose et le crayon, des fois, il dit autre chose. Oui, Parce qu'il y a un côté intuitif chez moi qui fait que, finalement, mon crayon, il dit des trucs que je ne vais pas oser me dire à moi. Et finalement, je découvre, je dis, ah oui, est-ce que j'assume ça? Et Ah des ouais, fois, par je exemple, dis non. alors, par exemple. Je sais pas, là, sur cette campagne, par exemple. À quel moment vous avez dit, mon crayon, il dit un truc, est-ce que je l'assume, ou là là, Oui, bah, ça va loin. J'ai fait des dessins assez vachards sur Fillon, par exemple, et il y a un moment, quand je le voyais s'enfoncer dans l'affaire Pénélope, et je me suis dit, bon, il faut que j'arrête, parce qu'il faut que je continue à faire mon petit Fillon, mais à la fois, il ne faut pas que ce soit une Halali, parce que c'est très facile de dézinguer un homme ou une femme politique, et il y a un moment, il faut que je sache m'arrêter. Justement, j'avais sélectionné quelques dessins. Et celui-là, là, alors il y a celui-là, hein. Oui. Donc ça c'est le Fillon, imagine-t-on un pilote abandonner la course, là on dit que ça redevient le Fillon mignon, un peu, non, c'est la fin de la ligne, enfin, je sais pas, moi je le vois Si, comme c'est ça. Enfin, je sais pas, il a l'air d'un petit garçon un peu penaud dans sa voiture, et là par contre c'est le Fillon avec le grand nez, on imagine que c'est à Qui cause s'y des croit, monstres, bien sûr. qui ment, ah vous Ouais. dites qu'il s'y croit et qu'il ment, Quand même. ouais. Et donc ça, c'est vous vous êtes dit je suis allé trop loin là-dedans, dans ce Fillon, En fait, je me dis rien. remettons un peu de... C'est quand je vois mes brouillons, je me dis oui, je peux aller jusque-là, mais pas plus. Et des fois, je me dis non, il faut aller plus loin, c'est trop mou. Et alors, et vous l'avez trouvé, votre Macron définitif, ou il va être amené à évoluer? Il va changer, je suis incapable de vous dire ce que je vais dire dans 2 mois, mais c'est sûr qu'il va évoluer. Ce sera mon Macron. Là, pour le moment, c'est un Macron à moi, mais Hollande, par exemple, moi j'ai mis du temps à faire mon petit Hollande. Et quand je faisais... Sarko, il n'était pas comme ça au début, mais mon Sarko, quand je faisais Sarko comme ça, à la fin, c'était mon Sarko à moi. Voilà. Et il ressemblait à personne d'autre. C'était mon Sarko avec les 2 pieds comme ça. Voilà. Bon, ça, c'est mon Sarko. Mais il a fallu du temps. D'accord, et après il a pu bouger. Il m'a aidé, je lui dois beaucoup d'argent d'ailleurs à Sarkozy, parce que jamais j'aurais fait autant de dessins s'il ne m'avait pas aidé. Il m'a jamais tenu la main, mais c'est pas loin quand même. Son personnage, sa personnalité vous a aidé. Ouais. Et puis je le fais à la règle. Et du coup, Et alors oui. c'était quoi? Pardon, moi, je vous fais peut-être verbaliser des choses qui Voilà. devraient passer toutes seules, mais là, du coup, quand vous dites mon Sarko, il est comment votre Sarko par rapport au Sarko des Je sais autres? pas, il est comme ça. Il est quoi? Il est agité, il est comme ça. Il est grimaçant, il est... Il Voilà. est comme ça. Je sais pas, t'es assez clair ou pas? Ouais. Explique-lui parce qu'elle n'a pas l'air... Et votre Hollande, en fait, ce qui est frappant, c'est qu'il est touchant, en fait. Il a un côté très mignon, Oui. enfin, on va dire enfantin, puéril, presque là, quand il se représente pas. J'ai pas arrêté de faire des dessins qui le critiquent, et à la fois, humainement, le gars a quelque chose de touchant. Et moi, je tiens à ce que dans mes... C'est un concombre, je lui ai dit d'ailleurs, c'est un concombre. Vous faites un petit point comme ça, vous faites un petit nez comme ça, l'autre œil comme ça, et le concombre, très important. Prenez des notes, hein. Et hop, une petite houppette, et voilà. Et le concombre se termine comme ça, voilà. Et donc, j'ai plus qu'à faire des petits cheveux comme ça. Il les a pas comme ça, mais c'est comme ça que ça marche dans mes dessins. Et il a une petite frisette ici, qu'il n'a pas vraiment, mais que son fils a, et que donc j'ai piqué en regardant son fils comme ça à la télévision. Ah ouais. Et une petite houppette qui est là, plus la petite goutte qu'il a jamais, mais moi, ça m'arrange de mettre une petite goutte parce que c'est bien comme ça D'accord. que ça définit le boulot de François Hollande.
Parce que c'est dur, quoi. C'est dur. Ça a été dur. Et puis le col de chemise qui est jamais fermé parce que il a plein de soucis. Il a la cravate toujours de travers. Et alors, on a remarqué quelque chose concernant Emmanuel Macron. J'ai pris 2 dessins qui ne sont pas de vous. Hein. Bon, il y a celui-là qui avait suscité la polémique, évidemment. Ouais. Puis celui-là aussi qui a moins suscité la polémique, mais qui est un peu dans le ton de beaucoup de dessins qu'il y a eu sur Emmanuel Macron et sa femme, qui jouent beaucoup sur leur duo, alors parfois jouant sur la différence d'âge, beaucoup. Ouais. Vous, c'est quelque chose que vous n'avez jamais utilisé? Non. Pourquoi? Moi, je vais beaucoup dans les écoles où je raconte aux jeunes de 3e, de 4e, qu'est-ce que je me permets de faire, qu'est-ce que je me permets pas de faire. Moi, je trouve que la vie privée des femmes et des hommes politiques, moi, j'y touche pas. Et jouer sur la différence d'âge, vraiment... Tout le monde fait comme il veut. Moi, vous ne les trouvez pas drôles, du coup, ces dessins? C'est pas vous juger. Moi, j'adore les dessins de Charlie Hebdo. J'adore. Vous me parlez de ma perception à moi. D'accord. Il y a des choses que je fais et je sais pas moi. Il y a des choses que vous feriez et moi je ne serais pas forcément d'accord. Et inversement. Et alors, c'est comme ça. Chacun a sa personnalité. Moi, je fais avec ma responsabilité éditoriale. Plus de ce que je ressens avec ma personnalité à moi. En tout cas, elle ne vous inspire pas tellement, Brigitte Macron. Mais bien sûr qu'elle m'inspire. Je considère que je n'ai pas, pour le moment, à insister sur un aspect que vous voudriez attendre de moi. Non, je vous pose la question parce que beaucoup l'ont fait, c'est toi. Non, vous allez voir. On se revoit dans 3 mois, ça se trouve, il y aura 3 Brigitte Macron. Il faut que je sente les choses avec ma perception qui m'est... cher. Et en plus, vous voyez, quand je vous dis que c'est très facile de désinguer, moi, Fillon, vous m'avez montré le dessin de Fillon. La femme de Fillon, Pénélope Fillon... Oui, que vous avez dessiné pour le coup. Que j'ai dessiné, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye de mettre un peu de pudeur dans mes dessins. Alors que je critique l'affaire Fillon, je mets de la pudeur dans la manière dont je traite l'épouse de François Fillon. Ouais, c'est pas un dessin vachard. Non, elle fait la situation politique de mon dessin fait que c'est un dessin vachard, mais pas dans sa personne. Pas pour elle, d'accord, je comprends. Elle est à un degré de ce que je veux faire dans le caustique de mon dessin. Le caustique de mon dessin et le côté vachard sera dans le sens politique de l'ensemble. D'accord. Pas forcément de cette personne qui a dû vivre quand même quelque chose de terrible, même je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Mais la manière dont elle a dû le vivre, j'en sais rien, je ne la connais pas. Mais ça a dû être un drame intérieur. Et moi, je suis dessinateur. Et donc, je peux, à la une du Monde ou dans mon dessin de l'Express, je peux faire des dessins qui dézinguent. Oui, donc, il faut faire attention. C'est là que ça se joue et pas là. D'accord. Il y a un dessin qui a fait, parce qu'on a parlé de certains personnages, il y en a 2 qui ont joué un rôle important cette année, qui était mis en scène là, dans un dessin qui a fait polémique, on peut dire un petit peu. Donc, l'arrivée à l'Assemblée nationale de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et alors, vous pouvez nous expliquer, je sais que vous dites que les dessins doivent se comprendre eux-mêmes, faut pas, mais là, la polémique, alors... Je sais pas, je vous écoute. Je sais pas. Moi, je fais mon dessin. Donc, parce qu'ici, il y a une petite Marianne, là, qui est en position, effectivement, équivoque, on va dire, avec quelqu'un derrière, et donc, c'est ça qui a suscité le Ça fait débat. Exactement 35 ans que je fais ça. Dans le chapiteau de l'Assemblée nationale. Si vous regardez tous mes dessins de chapiteau de l'Assemblée nationale, j'ai toujours fait ça. D'accord. Et donc là, en fait, certains ils sont allés y chercher, ils l'ont découvert parce qu'il y avait ces 2 personnages qui arrivaient. Je fais mon dessin et après les lecteurs, ils disent ce qu'ils ont envie de dire de mes dessins. Non, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était sur ces 2 personnages, donc Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Je trouvais qu'ils avaient un côté déjà très très grognon, tous les 2, qu'ils n'avaient pas... ils se détestent tous les 2 déjà. Qu'ils avaient un côté, mais au-delà de la détestation, qu'ils étaient grognons. Et je me disais, en fait, vous avez des personnages dont on devine qui sont dans la jovialité, le côté un peu bonhomme, et qu'en fait, ce qui transpire là uniquement, c'est leur énervement. Ils représentent chacun 19 ou 20 et quelques % de la population française qui est assez grognonne. C'est pas la France insoumise, c'est la France énervée, quoi, c'est ça. J'invente rien. Et là, du coup, avec ces nouveaux personnages, et puis ceux qui vont être moins présents, justement, vous parliez de Nicolas Sarkozy, vous parliez de François Hollande, vous allez les regretter, du coup Ah oui, alors comme citoyen, Sarko, non, je ne regrette pas, mais comme dessinateur, ouais.
Oui, ça, j'ai perdu un gars. Hein. Ça, c'est un bon client. Hein. Ouais. Mais heureusement, on a Trump. Hein. Ah oui, Trump, c'est vrai, j'ai pas pris le il est dessin bien. de Trump. Tu voudrais pas me prendre un petit programme, qu'on ait un petit truc rouge quand même sur la table? On a quoi, une demi-heure hein? Oui. Allez, une demi-heure, c'est parti. Olivier Py, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous êtes engagé à plusieurs reprises contre l'extrême droite. À la présidentielle, vous aviez dit, j'ai lu quelque part, que vous votiez Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Je voulais savoir ce que vous pensiez de ces premiers pas de président, des premiers pas avec une mise en scène assez réfléchie. Hein. Je voulais savoir justement, vous, en tant que metteur en scène, ce qu'elle vous inspirait. Ah, c'est pas le président normal. Ouais. C'est certain. Mais je crois qu'il a compris qu'il y avait un échec du président normal. Parce que là, c'est toute l'ambiguïté des Français. On voudrait un président qui soit proche du peuple, qui soit normal, qui soit comme nous. Et puis en même temps, il y a un côté néo-royaliste qui est toujours présent. Alors je crois qu'il a réussi à cet endroit-là, justement. Dans ce désir ambigu des Français d'avoir un président normal et en même temps un président jupitérien. Ça, c'est depuis qu'il est élu. Il y a des moments qui vous ont particulièrement marqué. Effectivement, on se souvient de ce moment où il arrive au Louvre, comme ça, cette avancée, seul dans la cour du Louvre. En plus, bon, l'ancien, effectivement, palais des rois de France. On se souvient, effectivement, de sa lenteur sur le tapis rouge en allant à l'Élysée. C'est des moments qui vous paraissent... J'ai trouvé ça très réussi. Réussi, ouais. Oui, vraiment, sur le plan dramatique. Très réussi. D'abord, l'homme qui marche seul, c'est une très très belle image. Le fait qu'il ait imposé son temps à la télévision, parce que la marche, elle faisait 3 minutes. Alors, 3 minutes de silence à la télévision. Les commentateurs parlaient pas mal quand même. Ils parlaient pour justement, pour essayer de remplir le vide. C'était pas du vide d'ailleurs, c'était du plein. C'est parce qu'il se passait rien que c'était du plein, justement. Donc là, il a imposé quelque chose. Et puis le fait de l'avoir fait au Louvre aussi. Ça, je trouve ça intéressant parce que ça remet le Louvre, la culture, au centre de l'exercice présidentiel. Il y a eu, pendant cette campagne présidentielle, des tentatives d'innovation en matière de mise en scène dans les meetings, et notamment ceux d'Emmanuel Macron. Je voulais vous montrer 2 moments et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Il y a le premier meeting qui a été très très commenté, c'est celui où Emmanuel Macron hurle. Ah bah je le connais bien. Hein. Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. C'est un état d'exaltation, on va dire, enfin c'est un peu comme ça que nous on l'avait compris. Non, c'est pas un état d'exaltation, c'est que... Il a fait une erreur vocale et il a été au-dessus de ses capacités vocales. Je sais qu'après, il a eu un coach vocal que je connais bien d'ailleurs. Ah bon, c'était qui Bon, bah voilà, il a plus fait ce genre d'erreur. C'était un comédien, il a pris un coach vocal? Non, il a pris un chanteur d'opéra. Ah, un chanteur d'opéra. Oui, il a eu un coach vocal et la première chose qu'on apprend quand on se met à chanter ou à parler très fort, parce qu'on a vu beaucoup de candidats finir avec une voix complètement détruite. Souvenez-vous d'Hollande à la dernière présidentielle, la voix était épuisée. Oui, c'est vrai qu'il avait la voix cassée. Ouais. Il y a un effort vocal considérable à faire. Et la première chose, c'est que la voix ne craque jamais. Or là, bon, ben, ça craque. Mais alors ça craque, ça c'est sur effectivement l'aspect technique. Après ce moment, à la fois il est raté effectivement, et en même temps c'est un moment qui a marqué, et que lui considère aujourd'hui, il y a eu dans des documentaires qui sont passés après sa campagne, comme un moment réussi où finalement il a fait parler de lui par cette espèce de dérapage, ça a montré la vérité, ça a montré la passion. Je voulais savoir vous ce que ça vous inspirait justement. Non, moi j'aime pas, je pense que Brigitte elle n'a pas aimé non plus et qu'elle y a dit tout de suite. Ça, c'est pas bon. Non, moi, j'aime pas parce que ça fait comme du populisme, hein, ce qu'il n'est pas, justement. Ce que j'ai aimé dans sa voix pendant toute la campagne électorale, c'est qu'elle n'a jamais cédé au populisme. Elle n'a jamais désigné des ennemis, par exemple. Ah, qui est la première chose du populisme. Oui, Or, dans la parole, c'est ça, c'est dans la parole et dans le ton. Il y a les mots du populisme, il y avait le ton du populisme, Absolument. et là, il était dans le ton du populisme. Et là, il était dans la forme. Voilà. Et ça, c'est dommage parce que c'est pas lui. Il a essayé de faire du lyrisme, et c'est pas ce lyrisme-là. Il a son lyrisme à lui, mais pas celui-là. Et quand vous dites Brigitte, on dirait que vous la connaissez, Brigitte. Bah, je l'ai rencontrée, oui. Ouais, je l'ai et vous avez parlé de ça avec elle? Non, je n'ai pas parlé de ça avec elle. Je l'ai rencontrée avant qu'elle soit la première dame et avant qu'il ne soit président. Et c'est certain qu'elle est très soucieuse de son image. Voilà. Et puis je pense que c'est un extraordinaire partenaire parce qu'elle est sans concession avec lui.
D'accord, oui, elle a ce regard, effectivement, oui, du metteur en scène. Elle lui dit les choses. Elle lui dit les choses. C'est formidable d'avoir quelqu'un comme ça, aussi proche, qui vous dit quand c'est pas bon. Et vous l'avez rencontré, du coup, pour parler de théâtre, pour parler de culture, pour parler de... Je l'ai rencontré d'abord sur un quai de garde, de la manière la plus anodine qui soit. Et puis très vite, bien sûr, pour parler de culture et de théâtre, et de la vie théâtrale, de la vie des spectacles, et puis de la politique culturelle. Alors, vous dites, vous avez dit, il a son lyrisme à lui. C'est quoi son lyrisme à lui? Son lyrisme à lui, c'est qu'il est très cultivé. Ah, c'est une forme de lyrisme, Et oui, il n'a pas besoin d'hausser la voix. Il n'a qu'à aller chercher dans son bagage culturel, dans ses outils philosophiques, réflexifs qui sont très grands. Et donc, il agrandit la pensée. Et là, il est lyrique. C'est pas en se mettant sur la pointe des pieds. Justement, ça me fait penser, dans ce que vous dites, le débat face à Marine Le Pen, de l'entre-deux tours, où elle, effectivement, a cherché à le déstabiliser, elle était dans une posture assez agressive. Il était dans justement dans ce que vous dites, là, de cette espèce d'économie, lyrique, entre guillemets. Là, il a fait du judo, hein. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle donnait un coup de poing, il l'a laissé passer et elle s'est ridiculisée elle-même. Mais c'est extraordinaire, parce que c'est quand même lui qui l'a fait. En gardant son calme, il avait déjà la stature présidentiable, en revenant toujours sur des points techniques, en montrant qu'il maîtrisait les dossiers et pas elle. Le masque est tombé et on a revu le vieux Front National, poujadiste, populiste, moqueur, ricanant, etc. Et justement, pour terminer sur Marine Le Pen, en termes d'efficacité, on va dire, scénique, etc., vous avez, je suppose que vous avez un petit peu suivi sa campagne, si vous aviez un commentaire à faire là-dessus. Elle est brillante, mais elle n'est brillante que pour son camp. Par exemple, Whirlpool, elle fait un coup de com' formidable. Oui, elle va sur place, elle se précipite, voyant l'absence de Macron, elle va faire les photos. Elle va faire des photos tout de suite, mais elle fait que des photos. Elle dit rien. Elle fait des promesses délirantes qui sont très très vite démenties. Hein. Celle de nationalisation, les classiques du parti très très vite l'ont démenti. Et par contre, lui, il n'a que sa vérité et il passe 2 heures avec eux pour discuter. Il y a 2 autres moments que je voulais vous montrer, parce que c'est vrai que ce qui était frappant, c'est que Emmanuel Macron a tenté vraiment des mises en scène très différentes dans ses meetings. Il y avait des choses plus, on va dire, entre guillemets, pharaoniques, des choses beaucoup plus minimalistes. Je voulais vous en montrer 2 extraits. C'est vrai que moi, j'ai parfois eu un peu de mal à comprendre à quoi ça correspondait, pourquoi ces variations de mise en scène, et j'aurais aimé voir ce que vous en pensiez. Voilà, la mise en scène, on la voit mieux là. Non, la musique est pas bien. Hein. C'est pas Beethoven. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse, elle est multiple. Ah, vous dites la musique est pas bien. C'était la musique de tous ces meetings, ça. Cette espèce de musique très lente. Enfin, je vais pas la chanter. Pourquoi elle est pas bien ? Non, c'est pas bien. Parce que c'est commun, parce que c'est vulgaire. Enfin, voilà, c'est pas bien trouvé, quoi. Vous auriez vu quoi comme musique ? Oh, je sais pas, j'aime pas trop non plus le populisme en musique, je trouve ça... Et ça fait quoi alors comme musique ? Ça fait musique de supermarché, ça fait musique de supermarché, ah ouais, c'est pas bien du tout. D'accord, parce que la musique populiste, j'ai du mal à concevoir qu'est-ce que ça peut être. D'accord, là c'est musique de supermarché, donc vous dites vulgaire. Non, ce qui est intéressant, c'est ce petit passage qui a été considéré comme un dérapage idéologique. D'ailleurs, il n'y a pas de culture française. Oui, absolument, oui, parce qu'il y avait la mise en scène que je voulais vous montrer, et évidemment j'ai pris cette phrase dans le meeting parce que ça m'intéressait de vous faire réagir à cette phrase, oui. Là, on voit comment... l'intelligence ou la culture, ça peut être un handicap en termes de communication, de politique. Parce que l'idée, elle est complètement juste et j'y souscris tout à fait. Mais en termes de discours politique, c'est trop rapide le discours politique, c'est trop fait de slogans et donc ça peut être très mal interprété. Le problème de la parole politique, c'est qu'elle pressent toujours l'interprétation qu'il va y avoir. Et là, si on ne s'arrête pas pour écrire un livre ou pour en débattre pendant une demi-heure, on ne comprend pas ce qu'il dit. Oui, d'ailleurs, il a passé pas mal de temps à faire des explications de texte après. Est-ce que Picasso, c'était la culture française ? Oui, mais il n'est pas français, alors... Alors, il ne s'est pas renié, il a eu raison, mais ça l'a obligé à déplier. L'idée de la culture française, c'est qu'il n'y a pas de culture nationale et encore moins nationaliste. Il n'y a que la culture avec un grand C.
C'est vrai que donc il y a cette phrase sur la culture qu'il a beaucoup commentée par la suite, hein, sur laquelle il est revenu régulièrement, etc., spontanément dans des meetings. Enfin, on a senti que ça le travaillait, qu'il voulait pas qu'il y ait de malentendus. Mais mis à part ça, il a quand même assez peu parlé de culture, mis à part le pass culture. Enfin voilà, mais enfin ça n'a pas été un thème central de la campagne, y compris chez lui, si cultivé, non? Ça n'a pas été un thème de la campagne pour beaucoup, il faut bien le reconnaître. Malgré tout, dans le débat du premier tour, il a cité la culture et il l'a bien fait. Je pense que c'est quand même celui qui a le plus parlé de culture. Mais il a peut-être des stratèges en communication aussi qui lui disent que la culture, il faut faire attention, ça peut faire élitiste, ça peut faire élitaire, etc. Il faut voir ce qui est utilisé comme outil à l'intérieur d'une campagne électorale. Ça ne reflète pas forcément à 100% les idées du candidat. Bon, vous en avez parlé avec lui, mais vous avez côtoyé François Hollande, évidemment, quand il était président de la République. Il est venu à Avignon plusieurs fois. Vous avez aussi pu rencontrer des personnalités de droite à différents moments. Vous pensez que lui a une approche différente? Alors, il faut savoir que la culture, j'ai le regret de le dire, c'est toujours transversal à la gauche et à la droite. Hein. Alors ça, il y a des hommes et des femmes qui s'intéressent à la culture, qui croient à la culture et qui croient à l'éducation, et ils ne sont pas forcément de gauche. Le président Hollande n'était pas un passionné de culture. Il n'a pas mis la culture au centre de sa politique. Pourtant, on se rappelle que son premier déplacement, un de ses premiers déplacements, juste élu, c'était à Avignon. On se souvient qu'il était venu, qu'il en avait fait quelque chose de symbolique. Oui, avant d'être président, il est venu après. Ah, il est revenu après en disant, d'ailleurs, ça m'a porté chance, je suis venu à Avignon, je reviens. Mais bon, il n'a pas eu une grande politique culturelle, ça se saurait. C'était un clin d'œil, quoi, voilà. Ça se saurait. Pourquoi? Je ne sais pas, avec l'idée que ça faisait trop gauche mitterrandienne aussi. Mais vous savez, c'est beaucoup plus facile de convaincre de la nécessité de l'éducation et de la culture à des associations de femmes dans les quartiers qu'à certains politiques. Parce qu'elles savent que c'est vital pour leurs enfants, c'est tout. Et alors, du coup, je continue sur mon dernier, parce que là, on a vu, vous dites le meeting, justement, où il parle de la culture, c'était à Lyon. Et en disant, j'aime pas la musique, alors il y a un autre meeting, la musique était la même, hein, mais j'ai pris un autre moment. Je vous épargne la musique, mais c'était plus minimaliste dans la forme, complètement différent. Ce que je vous demande, il est sur un petit fond bleu, vous voyez. Chacun de ces projets, chacun de ces défis, vous ne cédiez rien. Vous alliez partout expliquer, porter notre ambition, porter notre volonté de conquête. Parce que notre pays le mérite, parce que la France, au moment où nous sommes, le mérite terriblement. Voilà, et donc là, il n'y a plus de pupitre, il a son petit micro HF. Et là, on est dans quelque chose de très minimaliste. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces choix de mise en scène? Il est particulièrement bon quand il improvise, je trouve. Enfin, il sait lire un texte, hein, il sait lire un discours. Ça m'a souvent frappé chez Hollande, qui est un homme intelligent, vif, plein d'esprit. Et je trouve que souvent, il passait mal dans l'exercice frontal. Pourquoi? Parce qu'il était trop accroché à son texte? Je ne sais pas, j'ai pas travaillé avec lui. Mais en tout cas, c'est pas un très très bon lecteur de prompteur. D'accord. C'est une qualité très à part, de rester naturel face à un prompteur. Ou de fiche, parce que là, il n'a pas de prompteur. Hein, voilà. Alors là, il n'en a pas, il improvise, et à mon avis, c'est là qu'il est le meilleur, parce qu'il se montre à visage découvert, il n'est pas crispé sur ses éléments de langage, et on entend ce qu'il est, qui il est. On le voit là dans des mises en scène assez sobres et spontanées, et puis après des mises en scène par moments très jupitériennes, justement, comme on dit, après l'élection, et même parfois pas dans certains meetings comme ceux qu'on a vus. Comment ça se met en cohérence, selon vous? L'image, le cinéma, ça n'a pas de dimension. Aujourd'hui, la dimension d'un écran, elle est infinie, puisqu'on peut en replay, revoir éternellement des images. Et oui, ce qu'on fait là. Et puis, c'est nulle part et partout. Donc, dès qu'on utilise l'image, on est forcément mondialiste ou global. Le théâtre, c'est tout à fait autre chose, parce que c'est forcément là, ici, maintenant, et que même quand on envoie les images, ça ne se rejoue pas de la même manière. Donc, ça fait quelque chose entre la France et la mondialisation, et ça fait un style qui lui est propre. Un style qui lui est propre, parce qu'il sait très très bien utiliser la communication, mais que quand il est en face de 700 personnes, c'est-à-dire très peu par rapport à ce que peut être une audience télévisuelle, il sait le faire aussi. D'accord, oui, pour vous, là, ces moments-là, on est dans du théâtre, en fait. Ah ben, un meeting... oui, c'est du théâtre. C'est du théâtre filmé, bien évidemment. Et puis, il ne faut pas oublier que, quand on parle de culture, la politique, c'est de la culture.
Qu'est-ce que c'est d'autre que de la culture? C'est-à-dire de la pensée, des idées. Sinon, c'est de la comptabilité, c'est un syndic de faillite, ça n'a aucun intérêt. Et les Français s'en détachent. Il y a des meetings qui sont davantage faits pour la télévision. Je voulais vous montrer un dernier moment. C'était un meeting, c'est François Fillon, un meeting très très commenté. C'est au Trocadéro, au moment où on s'interroge sur son éventuel retrait. Ah oui, le Trocadéro, c'est une manipulation. Une manipulation, je vous montre un petit extrait. Il y a une manipulation d'image. Ils pensent que je suis seul. Ils veulent que je sois seul. Est-ce que nous sommes seuls? Mes chers amis, merci. Merci de tout cœur pour votre présence, vous qui avez su braver les intempéries, les injonctions, les caricatures et parfois même les invectives en vous présentant ici, sur cette place si forte en symbole. Voilà, et après il y a d'ailleurs François Baroin qui le rejoint sur scène. Pourquoi vous dites une manipulation? Oh bah c'est le cadre qui nous fait croire qu'avec des drapeaux, sens commun, c'est toute la France. Il y avait quand même du monde, on va dire. Il a quand même rassemblé du monde. Mais il y a une manipulation. Parce la manif pour tous aussi. Oui. Bon, ceux qui sont là, c'est sens commun. Et sur la manière d'être, sur l'incarnation de son propos, etc., il a réussi quelque chose ou pas quand même? Ah mais il est formidable. Ouais, ah ouais. Il est formidable. Il a été incroyable pendant la campagne. C'est incroyable ce qu'il a fait. Parce qu'il n'a jamais commis d'erreur. En tout cas en termes de propagande ou de communication. Il est incroyable, il tient le coup, il est incroyable. C'est vrai qu'il est incroyable. Grand orateur. Juste une dernière pour la route. C'est vraiment, mais vraiment en clin d'œil. Mais vraiment. Emmanuel Macron, il a fait du théâtre, vous savez, puisqu'il a rencontré sa prof de théâtre à l'époque. Et il y a un extrait qui a été donné pour un documentaire de France 3, et je voulais vous le montrer. Emmanuel Macron a 15 ans, il est élève de seconde. Que c'est bon de renaître. Elle m'entend. Ma sœur aveugle et muette. La nuit. Qu'est-ce qui fait le plus peur aux hommes? L'aboiement d'un chien. Ou l'ombre d'un homme. Voilà, bon, c'est un extrait assez court. Vous sentez le lyrisme en devenir? Ah, il est lyrique. Ouais, il est lyrique. C'est déjà lui aussi. Ça, c'est intéressant. Il a 15 ans, c'est déjà lui, c'est déjà sa voix. Il a aussi un rapport au temps. Parce que je pense que ce que l'acteur fait, c'est imposer à la salle son rythme intérieur. Et ça, il le fait déjà. Non, il est bon. Il est bon, je le trouve bon. Oui, c'est ça. Il prend son temps. Il prend son temps. Déjà. Bien sûr. Il remplit les silences. Il est bon. D'accord, c'est intéressant parce qu'on n'avait pas forcément vu tout ça. Merci. Merci beaucoup. On vous montrera des photos de jeunes, des extraits de théâtre de jeunes et vous nous direz quel est le potentiel. Alors merci beaucoup. Merci à vous. Non mais ça va aller, hein, Hélène, ne vous inquiétez pas, il est quelle heure 35 ans. Ouais, ça va aller. Ah non, parce que je veux pas que vous partiez pour la Alors, hop. Pascal Bruckner, bonjour. Bonjour. Dans cette campagne, dans cette année présidentielle, vous avez dénoncé la cruauté dont ont fait l'objet certains, si vous avez parlé de cruauté. D'abord François Fillon, que vous aviez soutenu en novembre, lors de la primaire, avant de dénoncer une telenovela cruelle à son égard. Avec la relecture, là, avec le recul, je voulais savoir ce que vous pensiez de cet événement et si vous auriez la même lecture aujourd'hui. Non, pas forcément, mais le principe de l'élection est basé sur l'élimination, donc il était normal que tous les candidats putatifs soient écartés les uns après les autres. Ce qui est bien, finalement, ça a écarté tout le monde et on s'est débarrassé de la vieille classe politique et on a mis quelqu'un de nouveau sur la scène. D'accord, donc la fin de l'histoire, on va dire, vous correspond, c'est ça, vous convient, c'est ça? Ah oui, bien sûr, oui. Non, je pense que c'est beaucoup mieux que tous les scénarios envisagés, en espérant maintenant que le nouveau président va remplir ses promesses et ne pas procrastiner, comme on dit, comme son prédécesseur. On va revenir sur Emmanuel Macron, mais concernant aussi, parce que quand vous aviez parlé à l'égard de François Fillon de telenovela cruelle, c'était aussi une dénonciation d'un système, d'une manière de fonctionner, d'une manière de traiter la politique, d'attitude des hommes politiques aussi, j'imagine. C'est ce que vous vouliez dire? Oui, mais c'est un peu normal quand on est dans une compétition et qu'on se présente comme le champion de la vertu.
on essaye de ne pas avoir d'affaires un peu embarrassantes. Or, apparemment, Fillon savait que la justice allait lui demander des comptes et il s'est quand même engagé dans la campagne au risque de faire perdre son camp, ce qu'il a fait. Oui, ça a été très cruel, on s'est acharné sur lui. Je pense qu'un jour, on saura qui est à l'origine des révélations. Il a quand même un peu cherché en se moquant de Sarkozy, en expliquant que le général de Gaulle n'avait pas été mis en examen. Mais d'ailleurs, justement, j'avais préparé là, le petit extrait de la phrase de François Fillon. Je ne sais pas si vous voulez la revoir oui, je veux bien, oui. sur justement le général de Gaulle, parce que c'est vrai que cette phrase, elle est assez incroyable avec le recul. Être gaulliste, c'est d'abord avoir une haute idée de la politique et de la France. Avoir une haute idée de la politique signifie que ceux qui briguent la confiance des Français doivent en être dignes. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Oui, donc quand vous réentendez cette phrase... C'est une très bonne phrase, mais d'abord c'est un peu une vacherie lancée à l'égard de son ancien président. Et on sait que Fillon a beaucoup souffert d'être le numéro 2, mais effectivement il a lui-même édifié la guillotine avec laquelle il serait un jour décapité. Vous dites effectivement, il a installé la guillotine. Hein, effectivement, d'ailleurs, c'est assez surprenant cette phrase en se disant effectivement, est-ce qu'il avait conscience ou pas? Enfin, c'est la question qu'on peut se poser au moment où il prononce cette phrase. Vous, c'est une phrase qui vous avait marqué, que vous aviez quand même décidé de le soutenir. Là, vous dites aujourd'hui, bon, finalement. Non, moi j'avais dit que si je devais voter, et j'ai pas voté aux primaires parce que j'avais pas de carte d'électeur, j'aurais voté Fillon. Mais c'est tout, de là, on m'a décrit en soutien de Fillon. Alors j'ai juste dit ça à une émission de Zemmour et Nolo. Et effectivement, il me paraissait sur l'islam radical beaucoup plus lucide que les autres. Ah, c'était par rapport à sa position sur l'islam radical. C'était pas par rapport au général de Gaulle mis en examen. Non, parce qu'on imagine toujours les hommes politiques irréprochables. Mais en fait, peut-être que l'enquête le révélera, il n'a pas violé la loi. Parce que les assistants parlementaires, il y en a près de 90 au Parlement. Simplement, c'est que la société, tout d'un coup, se rattrape et essaye de moraliser cette fonction précise. Mais à l'époque, il n'était pas, à mon sens, il n'était pas en infraction avec la loi. C'est plutôt l'affaire du plus gênant, c'est l'affaire de la Revue des Deux Mondes. Qui là, effectivement, Madame Fillon était facturée des piges bien plus élevées que celles que j'ai pu y faire, par exemple, où je touchais 100, 120 euros. Ah oui, alors en tant que collaborateur de la Revue des Deux Mondes, vous êtes senti... Je me suis dit, ah la vache, c'est pas mal, oui. Pas maltraité, mais enfin, je me suis dit, c'est quand même beaucoup. Pas maltraité, comparativement. Oui, mais sinon... Vous pouvez témoigner du fait qu'elle a eu un statut de faveur, en tout cas. Elle a eu un statut, oui, très préférentiel. D'accord, et donc c'est intéressant ce que vous dites. Moi, j'avais dit que je voterais François Fillon parce qu'il était plus lucide sur l'islam radical que Alain Juppé, j'imagine, avec... voilà sa vision peut-être plus angélique, ce que Nicolas Sarkozy avait beaucoup critiqué, et que Nicolas Sarkozy aussi sur cette question-là. Sarkozy, il est bien, mais il est allé trop loin. Sur l'islam radical ou sur Non, mais sur tout, c'est-à-dire que c'est la tchatch. Donc lui, il était prêt à doubler la ration de frites pour ceux qui n'auraient pas mangé de porc à midi. Enfin, c'est n'importe quoi. C'était pas très sérieux, et puis on l'a vu à l'œuvre. Le problème, c'est qu'il est marqué, il est resté 5 ans, il n'a pas vraiment fait ce qu'il a annoncé, donc il était un peu disqualifié. Mais de toute façon, droite et gauche ont été disqualifiés, mais quand même, le gouvernement actuel, c'est la victoire de Juppé. Oui, absolument. En gros, c'est le positionnement de Juppé. C'est un Juppé plus jeune avec une barbe. Et d'ailleurs, justement, vous, qu'est-ce qui vous avait poussé, vous, à ce moment-là, à prendre position dans cette campagne? Parce que vous pensiez que ce sujet de l'islam radical était essentiel et qu'il fallait se positionner. Oui, je pense que c'est un sujet essentiel. C'était vraiment par rapport à cette question. Est-ce qu'on peut se positionner sur un seul sujet, d'ailleurs? Mais je n'ai pas pris position. On m'a demandé pour qui voteriez-vous aux primaires de la droite. Vous avez répondu, vous auriez pu dire ça ne vous regarde pas, j'en sais rien. J'ai dit je voterai pour Fillon et à gauche je voterai pour Valls. Or je n'ai voté à aucune des deux primaires parce que je n'avais pas renouvelé ma carte électorale. Donc c'est un incident minuscule, mais j'ai voté Macron aux 2 tours. Ah oui, après vous avez voté Macron aux 2 tours. Donc vous avez, vous aussi, lâché François Fillon alors? Je l'ai lâché, oui, parce que je savais qu'il n'avait aucune chance et que de toute façon c'était plombé. Il n'aurait jamais pu faire les réformes espérées avec cette casserole derrière lui. Donc il fallait être réaliste à un certain moment. D'accord. Et puis je pense que sa défense a été mauvaise.
C'est-à-dire? C'est mal défendu parce que, comme c'est quand même un catholique, il a immédiatement pris l'habit du pécheur. Il est allé sur TF1 en disant si je suis mis en examen, je pars. Il n'est pas parti. Donc voilà, tout ça était un peu incohérent. Et vous aviez, vous, parlé de crucifixion d'ailleurs, à propos de pécheur. Vous avez dit. Oui, c'est une crucifixion, oui. Mais c'est une auto-crucifixion alors. C'est d'abord une auto-crucifixion. Regardez Marine Le Pen, qui elle a aussi une très grosse casserole au Parlement européen. Elle s'en est lavé les mains, elle a dit j'irai pas. Et vous pensez qu'il aurait dû avoir cette attitude à ce moment-là? S'il se sentait indemne de tout reproche, il aurait dû dire, écoutez, ça ne vous regarde pas. Là, il aurait dû le dire. D'accord. Et alors, pourtant, Macron, quand même, vous avez été dur, vis-à-vis de lui pendant la campagne. Et alors, il y a eu un moment... Non, j'ai fait un papier sur son narcissisme dans Le Monde. Absolument. Un papier sur son narcissisme, on va y revenir. Et alors, comme extrait, parce qu'il y a un extrait qui a été très commenté, d'ailleurs, qu'on a commenté avec Olivier Py, par exemple, qui avait une lecture tout à fait différente. Je vous remontre l'extrait assez court. C'est un meeting au mois de décembre. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Et alors cet extrait, pour rappeler, vous le citiez, comment dire, pour étayer justement votre thèse sur le narcissisme, ce qui est surprenant parce que pour vous c'était l'exemple du narcissisme d'Emmanuel Macron. Il y en a d'autres, il y a ses déclarations d'amour, il y a sa séduction permanente, mais là c'est fini depuis qu'il est président. Mais alors justement, expliquez-nous, c'est intéressant parce que vous le trouviez en fait narcissique, c'est ça? C'est ce que vous disiez? Oui, c'est-à-dire qu'au début je craignais qu'il n'ait pas les épaules assez solides pour affronter les deux monstres que sont Le Pen et Mélenchon. Je me suis dit, ils vont en faire une bouchée. C'est ce que je disais à la fin du papier d'ailleurs. Il faut muscler le chérubin Macron. Et puis au-delà des deux extrémistes, il y avait Poutine, il y avait Trump. Et en fait... Et donc ça, c'était quoi? C'était une espèce de catharsis narcissique. C'est ce que vous voyez à l'époque dans cet extrait, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le leader qui s'adore dans le regard de la foule. Et qui ce qui est vrai, comme ça. C'est comme un chanteur de rock. Il dit « je vous aime » et il l'a dit « je vous aime farouchement ». Il a même dit ça, une citation de René Char. Et c'est vrai que c'est du narcissisme. C'est vrai, c'est le chanteur qui se mire dans les hurlements de son public. Alors, bon, pourquoi pas? Il y a aussi cette dimension-là dans la politique. Mais je me suis dit, si ce n'est que ça, il ne va pas y arriver. Il va être écrabouillé au premier choc. Et en fait, ce n'est pas vrai parce que la thèse qu'on commence à lire, selon laquelle Macron c'est Machiavel, c'est-à-dire c'est le renard pendant la campagne et c'est le lion ensuite, je crois qu'elle est assez vraie. Donc il a courtisé son public. Ah, le renard, c'est ça, d'accord. Le renard qui flatte. Qui flatte, voilà, le renard et le corbeau, le renard qui sourit, le renard... Le corbeau qui lâche son bulletin dans l'urne, hop. Voilà, le renard bienveillant. Ça, c'est très fort, l'idée « moi, je suis bienveillant », ce qui permet d'assassiner en douceur ses adversaires. Et maintenant, le lion qui domine la mêlée et qui laisse son gouvernement se salir les mains et aller au travail. Mais est-ce qu'il réagira différemment de Hollande? Je l'espère. C'est quoi réagir différemment de Hollande? Réagir, tout simplement. D'accord, réagir. C'était au lieu du gros mot qui ne faisait rien. Ah bah oui. Bon, Hollande a été bon parce qu'il a été sauvé par 3 ministres exceptionnels, Le Drian, Cazeneuve et Valls. Ça, c'est une photo récente de Manuel Valls. Retour à l'Assemblée, entouré de caméras, à un moment effectivement assez curieux. Vous aviez dit, pourquoi tant de haine? À ce moment-là, pourquoi cet acharnement? Alors là, c'est pas les journalistes, c'est pas la haine des journalistes, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de polarisation sur Manuel Valls pour une raison très simple, arrivant seul à l'Assemblée. C'est que Manuel Valls est un véritable républicain. C'est celui qui incarne l'idéal de laïcité. Quand toute la gauche et une partie de la droite étaient prêts à s'abandonner entre les mains de groupuscules fanatiques ou extrémistes, Valls a rappelé la ligne républicaine et c'est pour ça qu'il est haï par Mélenchon, par Hamon, par toute une partie du PS. La haine de Valls est un symptôme très intéressant. De quoi? Des antisémites, de la gauche ou de la gauche, des antisémites et des collabos de l'islamo-fascisme, puisque c'est lui qui a inventé l'expression. Et je pense que les gens qui haïssent Valls sont des gens qui étaient prêts à livrer la République aux barbus. Et donc, il est bon qu'il se soit rattrapé, mais il est vrai qu'il a commis quelques erreurs tactiques et stratégiques. Il est bon qu'il soit rattrapé comme parlementaire, finalement, comme simple parlementaire. Je pense qu'il reviendra.
Ah oui. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et puis quelles erreurs a-t-il commises aussi? Les erreurs, c'est il aurait dû partir. En fait, c'est Macron qui a bien joué. J'avais dit à Valls de partir en décembre, au moment de la déchéance de nationalité. Vous avez conseillé Valls? Oui, parce qu'on s'envoie des SMS. Et après, je lui ai redit de partir 6 mois après. Et là, Macron est parti, c'était fini. Il avait perdu la main. Et selon vous, pourquoi il n'est pas parti? Par loyauté. Par loyauté. Oui, loyauté au président, oui, je pense que c'est un homme loyal. Il a quelque chose d'un peu raide, Manuel Valls, qui à la fois fait sa qualité et c'est aussi peut-être un... Alors qu'on voit bien que Macron est dans le... Voilà, il épouse les circonstances. Donc il n'est pas parti, en tout cas il aurait pu profiter d'une opportunité, quelle qu'elle soit, il aurait fallu encore la trouver. Il a fait une campagne ensuite où il a eu l'air de renier ses engagements antérieurs. Il a rejoué la partition de la gauche. Et alors là, on n'a plus compris. Je proposerais de supprimer purement et simplement le 49.3. On n'a plus compris du tout. Et donc voilà, oui, effectivement, il a bu la tasse, il a bu le bouillon, il a été humilié, mais je pense qu'il n'est pas fini. Bon, merci en tout cas d'avoir repassé avec nous ces 10 mois en accéléré. Hein. Merci. Et maintenant, on est fatigués. Les Français sont fatigués de cette campagne. Ça a été trop vite maintenant. Ils sont peut-être, c'est ça. Français, donc tout le monde part en vacances, mais souvent le pire se passe en vacances. Bonjour monsieur. Bonjour, excusez-nous. On a 3 minutes de retard. Vous êtes historien, vous avez travaillé sur la Grèce antique, vous êtes intéressé aux questions du temps aussi, et ça vous a poussé à vous intéresser particulièrement à cette année électorale à travers votre prisme. C'est ça, pourquoi? Qu'est-ce que vous en avez vu et observé? Bon, l'année électorale concerne tous les citoyens, mais l'année électorale me concerne également, je dirais professionnellement, par cet intérêt que j'ai déployé depuis maintenant plus de 15 ans sur les rapports au temps. Et la vie politique est un bon indicateur de ce qui se passe dans une société pour ce qui est de sa manière de vivre le temps. Puisque la vie politique, les hommes politiques, les femmes politiques essayent d'être le plus possible en phase. C'est leur grande affaire, il faut être en phase. Et quelquefois même essayer d'être un peu en avant de ce qui advient, de ce qui risque d'advenir, des évolutions, des transformations. Donc ils sont toujours à la recherche de la meilleure prise sur le temps. Et ce qui me frappe depuis un certain nombre de décennies, et évidemment je ne suis pas le seul, c'est un déphasage. Le fait que justement, en particulier les hommes et les femmes politiques, ont l'impression d'avoir perdu la main. Ils ne savent plus comment faire. D'où une espèce d'agitation fébrile qu'on a vue chez certains, et pour essayer de capter. Il faut essayer de capter ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est vrai que dans cette campagne, la question de la maîtrise du temps, effectivement, a refait son apparition, et notamment avec Emmanuel Macron, et notamment après son élection, où là, il y a eu un discours avec cette fameuse phrase « Je vais être le maître des horloges ». Oui. Alors, Emmanuel Macron, en réalité, je crois, ça a commencé avant son élection. C'est-à-dire que son positionnement dans la campagne a été aussi celui d'une sorte de contre-temps ou de contre-pied, parce que les autres, dans l'ensemble, étaient très dans l'immédiateté. Il fallait parler aux uns un matin, aux autres l'après-midi, à un troisième groupe le lendemain. Et donc dans cette espèce de mouvement. Et en ce qui concerne Macron, il a osé faire ce que personne n'osait faire de manière aussi ouverte, montrer l'Europe comme un objectif. Ah, c'est à travers l'Europe, d'accord. Que vous pensez que l'Europe a été un moyen de reconstruire une vision, de se Oui, enfin en tout cas de proposer quelque chose, ce qui n'allait pas de soi. Tous les autres étaient... Personne n'osait, ça c'est sûr, il fallait oser, on va dire. On était quand même en plein Brexit, etc. Bon, et à la suite de son élection, il a souhaité alors mettre en scène la possibilité d'un nouveau rapport au temps, qui s'est marqué, comme chacun l'a noté, par cette volonté de ralentir.
justement les hommes politiques, même de la Ve République, je pensais à celui, bon, je ne sais pas si les gens le connaissent encore, Chaban-Delmas, mais on a peut-être encore des images de Chaban-Delmas qui courait dans les escaliers. Qui montait les escaliers à toute vitesse, voilà, 4 à 4. C'était ça, être un homme politique moderne. Oui, le monde allait vite et l'homme politique, il allait encore plus vite que le monde qui allait déjà vite parce qu'il était à la pointe du monde qui allait vite. Exactement. Voilà. Bon. Et Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché avec un pas plein de componction, il a monté les marches de l'Élysée lentement, il a traversé la cour du Louvre très lentement. Bon, mais le contre-exemple de cela, et je pense que Macron le joue aussi de manière consciente, c'est Trump. Trump qui, lui, a instauré quand même la politique par tweet. Ah oui, il est dans l'accélération. Il est dans l'instantanéité. Dans l'instantanéité, dans la réaction à chaud. Macron fait des tweets aussi, hein. Oui. Il a fait des tweets aussi. Mais là, c'est des contre-tweets. Ça a été des contre-tweets. Parce que c'était une réponse à Trump par la voie du tweet. C'est la réponse épidermique au tweet épidermique, on peut dire. Voilà. D'ailleurs, il y avait un moment qui était intéressant. Je voulais juste vous remontrer l'extrait, parce qu'effectivement, bon, Trump, il parle par tweet. Puis je pensais que vous alliez me parler aussi de sa référence au passé. Parce que Trump, alors justement, en tant qu'historien, il fait beaucoup référence au passé. Je peux peut-être vous remontrer juste, enfin, vous devez les deux petits extraits. Sur cette référence au passé, Trump et Macron. Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Wherever we live, whoever we are, we all share the same responsibility. Make our planet great again. Sur le great again, c'est intéressant parce que Trump l'a utilisé, parce qu'aussi, en faisant référence au passé, Make America great again, on l'entend. Macron l'utilise, dit dans un sens différent, puisqu'effectivement, il se projette par rapport à une autre temporalité. Mais en même temps, il reprend le même mot. Oui. Alors, Trump a utilisé ce slogan pour sa campagne, Make America Great Again. Et ce slogan, on s'aperçoit qu'il avait déjà été utilisé par Reagan dans sa propre campagne. Ce qui veut dire que cette ouverture vers le Great Again, Trump ne fait que la réactualiser. Et le Great Again qu'il propose met en perspective ou met à l'horizon une Amérique qui était celle des années 50. Oui, c'est un Great Again nostalgique. Oui, bien sûr. Et c'est celui que ses électeurs ont, si je puis dire, acheté. Oui, mais celui de Macron, en fait, on voit bien que du coup, le Great Again de Macron n'est qu'une pirouette. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous aviez utilisé un terme que je trouvais intéressant. D'ailleurs, justement, c'était sur le Kairos. Kairos, voilà. Macron, il utilise finalement la situation. Et vous dites finalement, c'est le seul qui l'a fait. Là, c'est une illustration de ça. Oui, alors là, c'est une illustration. Bon, le Kairos, c'est une notion grecque qui jouait un rôle très important dans la Grèce ancienne et qui était une manière de désigner le moment propice, l'occasion à saisir. Et le Kairos, Macron, oui, il a su le saisir, parce qu'il est quand même, s'est trouvé dans une conjoncture tout à fait improbable, au moment où il a lancé sa campagne, et à chaque moment de cette conjoncture qui n'a cessé d'évoluer, comme vous le savez, avec les épisodes que nous avons traversés. Hollande qui ne se représente pas, la primaire qui fait des pas la surprises. primaire, Voilà. Fillon qui surgit, Fillon qui se maintient dans l'aveuglement le plus total, Fillon qui finalement échoue. Bon, tout ça, c'était totalement imprévisible. Et à chaque fois, je pense qu'il a su être là et saisir l'occasion. D'accord. Vous avez évoqué le mot aveuglement aussi, Oui. et à propos de François Fillon et du Trocadéro. Pour vous, c'est de l'aveuglement. Il ne saisit pas une opportunité, il n'est pas dans le Kairos. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, Oui. De son point de vue, ça pourrait être le cas. Oui, il utilise. mais je pense qu'il a raté le Kairos, justement, en ce sens que vainqueur surprise de la primaire, il était là, il y avait quelque chose. Bon. Mais même avant que n'éclate l'affaire Fillon, l'affaire Pénélope-Fillon, il avait commencé à rebaisser dans les sondages parce que
au fond, il croyait que cette victoire de la primaire lui conférait au fond une onction lui permettant d'aller sur cette voie-là jusqu'à l'élection présidentielle. Ah, et pas de faire ces adaptations comme ça, oui. comme vous le disiez, effectivement. Ouais. Et puis après, quand l'affaire a éclaté, il n'a rien voulu voir, et ceux qui l'ont entouré n'ont rien voulu voir, et tous les républicains sont restés dans cet aveuglement auto-entretenu, et le moment du Trocadéro est le point d'orgue de cette affaire. Mais l'aveuglement, je ne veux pas m'acharner sur Fillon, l'aveuglement, il est partagé à gauche aussi. Ah, ça a été l'année de l'aveuglement alors. Je crois aussi. La campagne de l'aveuglement. Qui à gauche a été aveuglé? François Hollande ne s'est pas représenté, il n'a pas été aveuglé lui alors, dans l'aveuglement. Non, lui, il était un peu dans l'aveuglement parce qu'il croyait qu'il allait pouvoir finalement se présenter. Mais ceux qui ont été, à mon avis, dans l'aveuglement, ce sont les frondeurs qui ont, depuis le premier jour du quinquennat d'Hollande, depuis le premier jour, se sont opposés à tout ce qu'il voulait faire et qui, prenant de plus en plus d'assurance à l'Assemblée, ont cru qu'ils étaient suivis par les larges masses de gauche. Bon. Et se sont aperçus au moment de la primaire et plus encore au moment de l'élection présidentielle. Oui, pas à la limite de la primaire, on pouvait croire qu'ils étaient suivis, puisque Benoît Hamon a été désigné. Oui, quand même, enfin bon, c'était pas... Et là, qui faisait 6%. Bon, donc ils ont vécu dans l'aveuglement le plus complet. Certains continuent, d'ailleurs on entendait Aurélie Filippetti au soir de sa défaite, continuer à dire que s'ils avaient perdu, c'est parce que le gouvernement n'avait pas fait ce qu'il fallait faire, et donc le discours finalement n'a pas changé. Pas du tout. Non, mais ce qui est un peu inquiétant pour la suite, parce que on les entend dire maintenant, au fond, voilà, maintenant la situation est claire, Macron est de droite et c'est la droite, et il y a donc tout l'espace possible pour la gauche. Bon, je pense que c'est une analyse un peu courte, justement, sur ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on entre dans un monde nouveau avec un Macron en Jésus-Christ, mais il s'est passé quelque chose. Et en particulier, il s'est joué quelque chose dans cette question du temps, du rapport au temps. Je n'entends pas tout expliquer par là, mais je pense que ça permet de saisir qu'il s'est passé quelque chose et que la difficulté, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Et dans l'ancien temps, si je puis dire, dans ce temps moderne porté par le progrès, je pense qu'une opération comme celle de Macron n'aurait pas été possible. Parce que justement, il fallait cette conjoncture extrêmement mouvante, cette incertitude complète sur le futur, où il est né, il a disparu, il est dangereux, c'est la catastrophe en réalité qui arrive. Il fallait une situation de ce type pour que quelqu'un qui n'avait au fond qu'une légitimité très limitée au départ puisse tracer ce chemin et proposer comme slogan « En marche », qui est quand même un slogan là aussi tourné vers quelque chose. « En marche », c'est essayer de dire remettons-nous en marche. D'accord, dans un moment où l'histoire est un peu figée, voilà, alors que quand on est dans une perspective... Sortons d'un présent qui ne reste comme ça enfermé sur lui-même. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, on va vous laisser préparer le dessin de demain. Non, je le ferai demain matin. Réfléchir, regarder les... Je vais vous laisser tout ça, comme ça vous repartirez super. avec Ah bah oui, parce pour faire les bancs titres. On a des bureaux super mal décorés en plus.